Et salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et on va parler aujourd'hui de Bitcoin sur notre gauche et Ethereum sur notre droite. Et en fait non, c'est une blague. Il ne s'agit pas de Bitcoin et Ethereum, il ne s'agit pas de crypto-monnaie. On n'est pas dans des shitcoins actuellement. Je suis en train de vous montrer deux graphiques qui concernent de gros actifs boursiers. Donc, d'après vous, quels sont ces actifs que j'ai représentés ici sur les graphiques? Vous allez voir, c'est juste un petit peu pour relativiser la chute des cryptos en ce moment, parce qu'elle ne concerne pas uniquement que la crypto-monnaie. La bourse prend un sacré coup. Et là aujourd'hui, tout de suite, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur la gauche, c'était Amazon, et sur la droite, c'est Meta. Ok? Donc voilà un petit peu quand on prend du recul et qu'on s'aperçoit que en fait les bulles ne concernent pas uniquement les crypto-monnaies. Donc voilà pour la petite parenthèse. On va démarrer la vidéo aujourd'hui où je vais faire un peu d'analyse technique. On va parler macro, on va parler analyse technique, on va faire un peu de psychologie de marché et on va parler un peu de plan de trading et investissement. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que la petite blague sur Meta et Amazon vous a bien fait marrer. On est sur des vrais petits shitcoins. Vous avez vu les retracements à 78,6 pour Meta. On est à 50% de retracement sur Amazon. Et puis c'est pareil quand on regarde Tesla, etc. Il n'y a que Apple vraiment qui tient un peu la barre. Sinon, vraiment, on est sur du pur effondrement, pur et simple. Donc voilà, c'est juste pour relativiser un petit peu. On va démarrer avec un peu d'analyse fondamentale et pour ça on va faire un peu de macro parce qu'on sait très bien que c'est un peu la macro qui nous guide et qui déverse un petit peu ses envies et ses humeurs sur les actifs. Donc côté macro, les éléments importants c'est la décision de la Fed sur l'augmentation des taux d'intérêt. Il pourrait y avoir un ralentissement pardon, de l'augmentation des taux d'intérêt sur les prochaines sessions. On aurait la capacité d'augmenter d'uniquement 0,5% au lieu de 0,75. Donc là, au niveau du baromètre, on s'aperçoit qu'on table en majorité sur voilà, une augmentation entre 4,25 et 4,50 à 80%, et puis une minorité qui augmenterait de 0,75. On est actuellement sur un taux à 4% pour le taux de la Fed. Pour la partie Banque Centrale Européenne, on est un petit peu à la traîne, on est à 2% actuellement, et on a aussi une politique assez restrictive et qui est toujours dans la prolongation de l'augmentation des taux d'intérêt à coût de 0,75. Et puis les petits indices des prix à la consommation aux États-Unis, ça se calme un peu, la bulle est en train de dégonfler, on l'avait vu sur les dernières vidéos, on commençait à avoir une tendance un petit peu baissière. Elle se poursuit, on est actuellement à 7,7%, donc ça c'est plutôt encourageant. C'est ce qui encourage justement la Fed à commencer à diminuer l'augmentation des taux d'intérêt. Par contre, pour la zone euro, c'est pas encore ça. On est toujours sur un taux de 10%. Donc là, on n'est pas en train de dégonfler. On prend un peu de retard. Et puis en particulier sur la zone France, on est toujours à 6,2% d'IPC. Voilà, donc là c'est un petit peu entre guillemets, la valeur réelle de l'inflation sur le pays, même si elle ne prend pas en compte tout un tas de paramètres qu'il faudrait prendre en compte, comme l'énergie et le logement pour ceux qui sont propriétaires. Donc voilà pour un petit point macro. Donc la macro, elle est toujours un petit peu dégueulasse. Voilà, faut pas se le cacher. Macro, elle est toujours bear. Ok. Et j'ai fait par ailleurs, j'en ai profité il y a un petit moment, j'ai fait une liste des événements Fed sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc je les ai notés ici. Et ouais, j'ai commencé en 2021 avec le tweet d'Elon Musk qui disait qu'il n'accepterait plus les bitcoins pour payer des Tesla. On a vu un petit peu le petit chahut que ça a fait. Donc on avait vraiment décroché à cette période-là en mai 2021. Ensuite, on a eu le variant Omicron qui a fait son effet aussi. On a eu les taux de la Fed plus la guerre en Ukraine qui a fait son effet. On a eu le crash de Luna ici en mai 2022. On a eu le crash de Celsius ici en juin 2022. Et puis on a eu le crash d'FTX récemment. Euh, donc voilà, donc je ne sais pas si vous tradez sur FTX, mais moi j'ai perdu des fonds parce que j'utilise cette plateforme. J'ai fait le deuil, j'espère que si vous êtes dans mon cas, que vous avez fait votre deuil aussi, ça fait partie un petit peu du jeu.
enfin en tout cas les risques sont toujours, existent toujours. Et voilà, il faut savoir faire le deuil et puis se protéger. Donc heureusement pour moi, j'avais pas on va dire la totalité de mes investissements et de mon capital de trading sur FTX, même si ça fait un petit peu chier. Voilà, je passe, je passe mon tour et puis voilà, je vais de l'avant et j'espère que vous allez faire autant. Donc on va attaquer l'analyse technique avec mes deux premiers indicateurs de force de marché, le RSI et le MACD. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à la regarder. Et d'ailleurs, comme je le dis sur mes vidéos, je regarde le RSI sur des changements de tendance sur le range, sur des cassures de range, et le MACD sur des changements de tendance haussière ou baissière. Et on va voir encore la pertinence justement de ces indicateurs sur ces changements de phase. Donc on va démarrer avec le RSI, on va regarder un petit peu en rétrospective ce qui s'est passé sur ce range que l'on voit là. Donc on va un petit peu cacher le MACD, on va s'occuper du RSI et on va se mettre en daily pour avoir un peu plus d'infos. Vous voyez, à la cassure ici vers le bas du range, on avait une indication au niveau du RSI d'une zone de survente. Donc pertinence du mouvement ici, validée sur on va dire le price action, c'est-à-dire sur l'action du prix et la force du mouvement. Par contre, le MACD, quant à lui, il ne donnait pas vraiment d'indication pertinente au moment où il y a eu la cassure du range. Effectivement, on était côté bear, mais on l'était ici aussi. Et puis on l'était aussi. Et ça n'a pas suffi pour casser le range. Donc voilà pourquoi je regarde le RSI plutôt sur les zones de range. Et maintenant, on va regarder côté changement de tendance baissière actuelle, la pertinence du MACD versus le RSI. Donc là, on est plutôt sur du macro en weekly. On a une tendance baissière qui est dessinée par la trendline. Ici, je ne regarde pas forcément le RSI. Parce que le RSI, vous voyez, il nous a donné une zone de survente. Ok, ici, on est bas et ça n'a pas empêché d'avoir un nouveau plus bas. Okay. Par contre, le MACD, lui, il est en train de dessiner une divergence haussière avec une validation qui sera en cours ici. On essaie, on manque de force. J'aimerais bien avoir un peu plus de volonté au niveau des acheteurs. Mais si les acheteurs reprennent vraiment la main, ici, on aura justement validation de cette divergence haussière qui permettrait justement de stopper la tendance baissière du mouvement et de se retrouver littéralement sur un vrai range sur le prix. Okay, donc validation en cours. Et pour ça, techniquement, ce qu'il faut, c'est avoir... Voilà, c'est quand on valide, j'avais déjà mis un pointillé ici, quand l'indicateur est au-dessus de ces traits en pointillé, ça valide vraiment la divergence haussière. Actuellement, on y est timidement, mais on y est. Donc une divergence haussière en weekly validée. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour profiler un range pour les semaines et mois à venir. Okay. Ensuite, on va regarder au niveau du Fibonacci, je l'ai mis ici, il est toujours, voilà, il est toujours visible. On est toujours en dessous des 78,6 de retracement, donc ça c'est intéressant. Et puis au niveau des moyennes mobiles, ici la MA 200, on est toujours en dessous, on est bien en dessous, donc bonne zone d'achat pour les investisseurs. Et par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est en particulier le Wyckoff check ici, qui a été construit durant la période de 2017 à 2020. Et en fait, le Wyckoff check, c'est quoi? C'est un retour sur la ligne de coup du W. Le méga W que vous voyez ici, la ligne de coup, elle se trouve là. Donc ici, en fait, on tire une ligne horizontale et c'est la ligne de coup. Et Wyckoff, en fait, ce qu'il aborde, c'est qu'il y a 80% de chances de revenir, que le prix revienne sur la ligne de coup après avoir eu sa tendance haussière. C'est-à-dire que le W a été validé, le prix a fait un pump, et on a 80% de chances de retrouver la ligne de coup pour venir un petit peu récupérer la liquidité et retrouver un équilibre de prix, en fait, tout simplement. Okay, donc là, on a une tendance justement à revenir sur la ligne de coup petit à petit, donc qui pourrait servir de support. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, au niveau des creux de volume, concernant la liquidité, on a un creux ici de volume qui viendrait être comblé ici, justement au niveau du Wyckoff check, c'est-à-dire que jusqu'aux 12 000, environ voilà, 12 100 $, on a possibilité de venir chasser un peu de liquidité, faire des transactions et revenir sur la ligne de coup. Après, on est plutôt béton, c'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal de liquidité en jeu et en fait, ça permet justement
de mettre en lumière une zone bien défendue. Okay, donc on a une confluence entre le Wyckoff Check ici et les creux de volume à venir. Donc ça c'est assez intéressant. Pour les semaines à venir, on pourrait avoir voilà, peut-être sous forme de mèche ou sous forme de bougie en daily, pourquoi pas, une chute jusqu'aux 12 000 $. Donc ce serait un vrai point bas avec, je l'espère, ce qui nous manque aujourd'hui encore, on le voit avec cette volatilité, c'est un manque de volatilité. Il faut que ce soit le désert total pour que voilà, les gens arrêtent de parler de Bitcoin et qu'on ait un calme plat. Ici, vraiment, ce serait un bottom bien signé. Il y a encore trop de volatilité ici, c'est pas signe justement de capitulation. Voilà, on attend vraiment la baisse de volatilité. Donc FTX contribue justement à cette baisse de volatilité parce que les gens maintenant sont écœurés de la crypto-monnaie, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, ça fait peur à tout le monde et du coup ça désintéresse le marché. Donc ça c'est un facteur qui va pouvoir encourager à avoir justement cette baisse de volatilité, ce calme plat, ce range qui va justement permettre de mettre fin à cette tendance haussière, tendance baissière pardon. Donc on attend peut-être d'avoir un espèce de range comme ça. Ok. Voilà. Donc c'est ce qu'on attend avant possiblement un prochain cycle haussier. Côté contrat dérivé, on regarde un petit peu sur Coinalyze. Bon, il n'y a pas énormément d'infos, le funding est toujours plus ou moins neutre. On a vu, à part l'événement FTX où le funding était très négatif, où justement on aurait pu jouer un petit peu de la volatilité. Là, c'est un petit peu le calme plat. On a un open interest qui est plutôt stable et qui est plutôt à la baisse. Donc, on va dire que maintenant, les enjeux sont de moins en moins importants justement pour des grosses chasses de liquidation. Okay, d'ailleurs, si on regarde ici, j'ai voilà, un petit métrique sur toutes les altcoins, toutes les coins pardon, avec Bitcoin et Ethereum inclus. On voit la chute de l'open interest, on a une tendance baissière sur l'open interest et on a des liquidations short de plus en plus faibles, même si on a eu voilà, pour la période de novembre avec le FUD d'FTX une liquidation de long ici. Okay, donc on a de moins en moins de capacité à liquider. Donc ça pourrait aussi être un des paramètres qui permet de stabiliser un peu le marché. En particulier Bitcoin, j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que l'open interest voilà, est assez plat sur tous les exchanges. On a un peu plus d'engouement pour Ethereum, toujours avec un open interest qui monte un peu plus facilement, où on trade un peu plus la volatilité sur Ethereum. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'Ethereum, mais c'est toujours pareil par rapport à la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Ce que j'avais dit, c'est qu'Ethereum pour moi était un peu plus bullish. Et il continue, pourquoi? Parce que tout simplement techniquement, en pure analyse technique et en fondamental, le fondamental c'est les mises à jour du réseau qui se passent bien, et en analyse technique, c'est qu'on n'a pas cassé le dernier creux, donc on est toujours sur la construction de creux et sommets ascendants, donc on est peut-être déjà sur un bottom sur Ethereum, et peut-être pas, on a aussi du volume à aller chercher un petit peu plus bas pour aller pourquoi pas vers les 400 $, 700 $, il y a possibilité, mais en tout cas il est beaucoup plus costaud et résilient actuellement Ethereum que Bitcoin. Donc, et on le voit sur l'open interest, on a un petit peu plus d'engouement. Côté sentiment du marché, on est toujours dans de la peur, on frôle entre peur et extrême peur. Donc ça c'est intéressant, ça fait un petit moment qu'on est sur des plus bas. On était juste avant justement la chute FTX, on était plutôt sur un sentiment sur les alentours de 33. Donc on était sur une peur mais plutôt modérée j'allais dire. Là voilà, on est toujours sur de la peur, donc intéressant au niveau du sentiment du marché de contrôler cette peur pour faire capituler les gens. Côté indice boursier avec le S&P 500, ça n'a pas bougé des masses aussi depuis qu'on a fait la dernière vidéo. On est toujours sur l'effet de la trendline baissière actuellement. C'est un peu comme sur les cryptos, avec un peu plus de, comment dire, avec un peu de retard par contre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de facilité à lâcher nos positions sur les cryptos plutôt qu'en bourse. Donc les premiers à trinquer, ben, c'est la crypto, puis ensuite c'est la bourse. Et on a cette espèce d'effet retard sur le S&P 500. On est sous l'effet justement de la trendline qui pourrait faire résistance. Donc pour l'instant, voilà, on a une espèce de compression. Le marché est en suspens. Voilà, rien de plus à dire. On a toujours le first stop ici, les 38,2 qui ne sont pas cassés. On est venu un petit peu les chatouiller durant la période du mois d'octobre. Et on est reparti à la hausse.
Donc on pourrait toujours avoir, si vraiment on veut maintenir un marché voilà, en stand-by, avoir cette espèce de graphique là, quoi, avec, avec un choix de tendance à la hausse ou à la baisse à l'issue de ce triangle de compression. Donc voilà pour la partie S&P 500. On continue côté macro avec sur ma gauche le dollar index qui commence sa chute tranquillement. Donc on avait un petit peu prévu le coup. On savait que s'il cassait cette espèce de parabole, c'était fini pour lui. Donc rien n'est encore joué. Il est en ce moment sur son premier arrêt de Fibonacci ici. Donc on est peut-être juste sur une respiration en attendant d'avoir une continuation haussière. Oui, on est pile poil sur les 38,2. Mais par contre, voilà, on a quand même bien dégonflé la bulle. On était à 114 points, on est redescendu à 104. Donc belle chute du dollar index. Voilà, on était à quasiment 9% de chute. Et par contre, de son côté, l'euro, ça lui permet de reprendre un peu de la valeur. On voit un petit peu le contrependant de l'euro versus le dollar. Ça permet, enfin, en tout cas, on peut le comprendre avec une politique monétaire un petit peu en retard côté BCE versus Fed, où maintenant que la BCE commence à retrousser les manches, on voit que l'euro peut commencer à prendre un petit peu de la valeur, même si c'est encore timide. Regardez la tendance, elle est toujours baissière. Mais voilà, on commence à avoir tout doucement justement une reprise potentielle de valeur de l'euro versus le dollar. Et pour terminer les indices, sur ma gauche, on a le pétrole et sur la droite, l'or. On va démarrer avec le pétrole. Donc côté pétrole, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le tunnel Vegas, on est actuellement là, on a le tunnel en daily, donc en moyenne mobile en daily, qui fait résistance, et les tunnels en weekly, en semaine, qui font support. Et on a cette espèce de sandwich où le prix oscille entre les deux. Et par ailleurs, le support est aussi, on va dire, pris grâce justement à ce point qui a été déterminé en juillet 2021. Donc on a eu la bulle avec un peu de volatilité. Et ici, on redécouvre des prix un peu plus cohérents. Okay. Donc pour le pétrole, on avait plutôt tendance à avoir une dynamique un petit peu en stand-by de range pour les prochaines semaines, avec un peu de volatilité entre les deux bornes, mais rien de particulier en tout cas côté pétrole. Et côté gold, on est lui aussi sur du range pur et simplement. Donc si on ne regarde pas l'analyse technique, enfin qu'on regarde juste le graphique et l'action du prix, on s'aperçoit quand même mine de rien d'un début de tendance baissière avec creux ici, creux descendant, sommet, sommet descendant. Donc ça c'est un début de tendance baissière. Okay. Donc s'il n'y a pas de reprise ici, on verra, on aura peut-être un rebond sur la zone de Fibonacci. On peut essayer de le déterminer maintenant. Et on verra justement si ça prendra effet ou pas. Hop, on va le faire ici. Ok. Hop. Voilà. Donc ce qu'on peut projeter, c'est un rebond potentiel de l'or jusqu'au niveau des 1912, à peu près, entre les 1850 et 1912, pour les prochains jours, prochaines semaines. Et ensuite, on verra si justement on continue la dynamique baissière ou pas sur l'or. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Je vous réserve une petite surprise, je suis en train de confectionner des petites vidéos qui vont expliquer des concepts du marché, que ce soit crypto ou action. Donc je ne vous en dis pas plus, mais vous devriez avoir incessamment sous peu justement des nouvelles vidéos sur des thématiques très brèves qui expliquent le trading en peu de temps. Donc je suis en train d'en réaliser quelques-unes, je commencerai à les diffuser petit à petit, histoire d'avoir un petit peu de régularité sur la diffusion de ce contenu-là. Donc en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, protégez-vous, mettez vos cryptos au chaud, achetez des ledgers, je pense que c'est la meilleure solution, moi c'est ce que j'ai, et on est bien content de l'avoir, même si elle coûte assez cher, c'est un investissement, mais qui permet justement d'être sécure. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.